Mes parents m'ont demandé de céder ma maison à mon frère méritant. Quand j'ai refusé, ils ont volé mon identité jusqu'à ce qu'une preuve fasse basculer leur monde. Mon frère Alexandre, 31 ans, a toujours été l'enfant doré. Je ne parle pas d'un petit favoritisme, mais d'un traitement total. Cet enfant ne fait jamais rien de mal. C'en était ridicule. Mes parents, ma mère Brigitte, 56 ans, et mon père Gérard, 59 ans, se pliaient en quatre pour lui faciliter la vie alors que je devais me battre pour tout obtenir. Quand Alexandre a raté sa première fac, pas grave, Brigitte et Gérard lui ont payé une nouvelle école. Quand il a détruit sa voiture en conduisant comme un idiot, ils lui en ont acheté une nouvelle la semaine suivante. Pendant ce temps, je devais avoir des notes parfaites juste pour recevoir un bravo à moitié convaincu. Si j'avais un B+, c'était comme si j'avais commis un crime. La différence de traitement était si flagrante que même la famille élargie faisait des remarques au fait, ce qui ne faisait que rendre mes parents défensifs et d'une manière ou d'une autre me blâmer pour le drame. Classique, après la fac que j'ai financée avec des bourses et des prêts, soit dit en passant. Alexandre a épousé Élodie, son amour de lycée. Elle est du même moule que lui, elle s'attend à ce qu'on lui serve tout sur un plateau et pique une crise si tout ne va pas dans son sens. Ils sont en fait parfaits l'un pour l'autre. Ils ont 2 enfants, maintenant Arthur et Zoé. Ne vous méprenez pas, mon neveu, et ma nièce sont adorables, mais ils sont devenus l'excuse ultime pour que mes parents continuent à déverser des ressources dans la vie d'Alexandre. C'est pour les petits-enfants était devenu la réponse automatique chaque fois que je pointais du doigt l'injustice. Le summum de leur culot a été atteint quand ils ont acheté une immense maison dans une de ces résidences pavillonnaires à Boulogne-Billancourt, bien trop grande, bien trop chère et bien au-dessus de leurs moyens. Ils étaient littéralement à un salaire raté d'une catastrophe financière totale. Mais bien sûr, tout ça c'était pour l'image, car Alexandre et Élodie ont toujours accordé plus d'importance aux apparences qu'à la stabilité financière. Pendant ce temps, je vivais dans un appartement miteux à Paris avec 2 colocataires, économisant le moindre sou. Je bossais dans la finance, un job éreintant, mais qui payait correctement, même si je faisais plus de 60 heures par semaine. Je rentrais chez moi épuisé, mangeais des nouilles instantanées et m'écroulais juste pour recommencer le lendemain. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme un ermite. Je sortais à peine, je ne fréquentais personne. Je conduisais toujours la même vieille Peugeot depuis la fac, et je me privais du moindre petit plaisir. Mes collègues me trouvaient bizarre parce que j'apportais chaque jour le même sandwich au beurre de cacahuète au lieu de commander à emporter comme tout le monde. Mais j'avais un but. Je voulais acheter mon propre chez moi, pas louer, posséder et pas n'importe quoi, mais un endroit correct, dans un quartier où je n'aurais pas à craindre de retrouver ma voiture fracturée chaque semaine. Quand j'ai atteint mon objectif d'épargne, au bout de ces 3 années éreintantes, j'ai commencé à chercher une maison. J'ai trouvé une modeste maison de 3 chambres à Boulogne-Billancourt avec un jardin sympa. Rien de luxueux, juste une construction solide, dans un quartier calme, avec de bonnes écoles à proximité, pas pour moi, mais bon pour la revente. Les anciens propriétaires l'avaient bien entretenue, et il n'y avait que quelques petits travaux esthétiques à faire. Pendant tout le processus, Brigitte et Gérard n'ont jamais proposé d'aider, pas un centime. Ils n'ont jamais proposé de se porter caution, même si mon crédit était correct, mais pas exceptionnel. Ils n'ont même pas voulu visiter les maisons avec moi. Quand j'ai demandé, Gérard a simplement dit « Les maisons, c'est un gouffre Afrique » et il est retourné regarder la télé. Quand j'ai enfin signé l'achat il y a 3 ans, j'étais tellement fier de moi. J'avais accompli un truc énorme tout seul. J'ai invité ma famille pour une petite pendaison de crémaillère, pensant qu'ils reconnaîtraient peut-être enfin mon accomplissement. Au lieu de ça, Gérard est entré, a immédiatement pointé du doigt une fissure dans le plâtre près de la porte et m'a demandé si j'avais vérifié les fondations. Brigitte n'a même pas dit félicitations avant de demander quand la chambre d'amis serait prête pour leur prochaine visite. Et Alexandre, il a regardé autour de lui et a dit « C'est cosy sur ce ton qui veut dire petit. » Mais peu importe, la maison était à moi et j'en étais heureux. J'ai passé mes week-ends à bricoler, à repeindre, à apprendre sur YouTube, à remplacer un broyeur à déchets. J'ai construit une petite terrasse dans le jardin moi-même l'été dernier. Cette maison est devenue mon projet, mon sanctuaire. Pendant ce temps,
Alexandre et Élodie luttaient pour payer leurs prêts immobiliers, mais continuaient à faire bonne figure. Ils organisaient des barbecues extravagants, achetaient des meubles hors de prix. Brigitte et Gérard les aidaient dès que ça coinçait, ils payaient leur assurance auto ou leur prêtaient de l'argent qui n'était jamais remboursé. J'allais à des dîners de famille où tout le monde parlait des perspectives d'emploi d'Alexandre ou des activités des enfants, alors que personne ne me demandait jamais comment s'était passée ma promotion ou la rénovation de ma cuisine. La dynamique familiale classique inchangée. Voilà où on en était il y a quelques mois, moi, dans ma maison modeste, obtenue à la sueur de mon front, et Alexandre vivant au-dessus de ses moyens avec le soutien constant de mes parents. Puis Alexandre a perdu son travail. Il était chef des ventes, un bon salaire, mais pas assez pour leur train de vie. Selon lui, la société restructurait et tout son service a été remercié. Selon mon pote Paul, qui bosse là-bas aussi, Alexandre était sur la sellette depuis des mois à cause de ses mauvais résultats et de ses retards répétés. Bref, il ne pouvait plus payer le prêt immobilier. 1 mois de retard, puis 2. Brigitte et Gérard ont aidé un peu, mais même eux ne pouvaient plus suivre le rythme des mensualités énormes d'Alexandre, en plus de leurs propres factures. Après 3 mois de retard, la saisie était inévitable. Alexandre et Élodie paniquaient, mais refusaient toujours de réduire leur train de vie ou de vendre avant que ça empire. Ils attendaient un miracle pour les sauver de leurs propres erreurs. C'est là que Brigitte et Gérard ont élaboré leur plan et qu'on est passé du cirque familial habituel à la folie pure. Il y a 2 mois, ils m'ont invité à dîner un mardi soir. On fait ces dîners tous les quelques semaines, généralement, quand Brigitte pense qu'elle n'a pas critiqué mes choix de vie en face depuis trop longtemps. Je croyais que ce serait la routine. Dès mon arrivée, j'ai senti que quelque chose clochait. Brigitte avait préparé mon plat préféré, ce qu'elle ne fait que quand elle veut quelque chose. Gérard était étrangement gentil, me posant des questions sur mon boulot, au lieu de hocher la tête distraitement. Alexandre et Élodie sont arrivés stressés, mais essayant de le cacher. À peine assis, Gérard a pris la parole puisque Alexandre a des enfants, et pas moi, je devrais lui donner ma maison parce que ça a du sens. J'ai littéralement arrêté de mâcher la bouche pleine en essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Brigitte m'a fait ce sourire. Si tu as une mère manipulatrice, tu vois lequel. Tu peux toujours en acheter une autre, chérie. Tu es jeune et tu n'as pas de famille à charge. Pense aux enfants. Vous voulez que je leur donne ma maison, ai-je demandé. Gérard a haussé les épaules comme s'il me demandait de prêter 5 € à Alexandre. Ils ont besoin d'un endroit stable et comme tu es seul, ce serait la bonne chose à faire. J'étais en bug complet. J'ai regardé Alexandre et Élodie qui fixaient un client. Marie à assiette, ils étaient clairement dans le coup. J'ai regardé Brigitte et Gérard essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Ces gens m'ont élevé et ils me demandaient, sans sourciller, de sacrifier la chose pour laquelle j'avais trimé des années pour mon frère, qui n'a jamais rien eu à faire pour obtenir quoi que ce soit. J'ai simplement dit non. Aussi simple que ça. La température a chuté de 20 degrés dans la pièce. Le sourire de Brigitte a disparu. Le visage de Gérard s'est durci, Alexandre, et Élodie se sont échangés un regard mi-panique, mi-furieux. Brigitte a pris une gorgée d'air, puis a calmement dit qu'il trouverait une autre façon. Un frisson m'a parcouru. Qu'est-ce que ça voulait dire? Gérard a balayé la question. Laisse tomber, réfléchis-y, c'est tout. Je suis parti peu après avec l'impression d'avoir été menacé par mes propres parents. Chez moi, j'ai vérifié que tous mes papiers importants étaient bien dans mon coffre ignifugé, pas chez Brigitte et Gérard. Ce sentiment paranoïaque qu'ils pourraient tenter quelque chose me semblait fou, mais pas assez paranoïaque au final. J'ai écrit à Paul, mon confident familial, pour lui raconter ce qui venait de se passer et lui demander si c'est moi qui devenais fou. Sa réponse: « Mec, ta famille est folle. Change tes serrures. » J'en ai ri, mais la menace de Brigitte m'a trotté dans la tête. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par une autre façon? Ça sonnait vaguement sinistre, mais j'ai mis ça sur le compte de la manipulation habituelle. 1 semaine après ce dîner, j'arrive au bureau en vrac. J'avais mal dormi. Mon collègue Loïc m'a juste glissé son café, sans rien dire, un vrai pote. J'essayais de me concentrer sur un tableau Excel quand mon téléphone a sonné vers 10 heures. C'était ma banque, ce qui n'arrive jamais sans raison. Je réponds une femme, Mélanie,
du service des prêts immobiliers. Elle voulait confirmer certains détails à propos de ma demande de renégociation de prêt. Je me suis redressé. Quelle demande? Elle m'explique qu'ils ont reçu ce matin une demande de refinancement à mon nom, mais que des incohérences dans les papiers ont fait sonner l'alerte. Je lui ai dit tout net que je n'avais jamais fait de telle demande. Elle me répond: « Eh bien, quelqu'un l'a fait. » Mon estomac a plongé. J'ai tout de suite demandé de bloquer la procédure. Elle a accepté de tout geler le temps d'enquêter. J'ai prévenu mon boss que j'avais une urgence familiale et j'ai filé à la banque. J'ai demandé à parler au département des prêts pour fraude potentielle. Un conseiller a sorti les documents sur son ordi et là, le choc. Toute une demande de refinancement à mon nom, toutes mes infos personnelles, numéro de sécu, date de naissance revenue. Mais surtout, le nouveau prêt était au nom de Brigitte et Gérard aussi en tant que co-emprunteur. Ils avaient intention de falsifier ma signature utilisant de vieux papiers que j'avais laissés chez eux après la fac comme modèle. Le conseiller m'a montré où le système avait détecté les incohérences, signatures différentes, mauvais email. Sans la vigilance de la banque, ils auraient pu réussir à prendre le contrôle de mon prêt, donc de ma maison. J'étais furieux. J'ai demandé des copies papier de tous les documents et qu'on note dans leur système que je n'avais rien autorisé. Là, j'ai appelé Brigitte sur haut-parleur devant le conseiller. J'ai attaqué direct. « Tu as essayé de voler ma maison. » Petite pause, puis elle n'a même pas nié. « Oh, ne sois pas si dramatique. »« Dramatique. »« Tu as commis une fraude. C'est illégal, genre, prison illégale. »« Détends-toi, on voulait juste aider. Si tu avais accepté, ce n'aurait pas été nécessaire. Je vais porter plainte. » Sa voix est devenue glaciale. « Tu ne ferais pas ça à ta famille. Regarde-moi bien. » J'ai raccroché et demandé au conseiller à qui m'adresser pour porter plainte. Il m'a envoyé au service fraude, qui m'a expliqué qu'il fallait déposer plainte à la police et contacter un avocat. En sortant, j'ai appelé Paul pour tout lui raconter. Il a changé de ton. Sors l'artillerie lourde, contacte un avocat. Il m'a recommandé son cousin, Maître Dubois. Sur la route du retour, mon téléphone explosait de messages de Gérard puis d'Alexandre. Je l'ai éteinte. J'ai appelé malade le lendemain et rencontré Maître Dubois à qui j'ai montré tous les faux papiers, les preuves même, la déclaration du conseiller. Le soir, mon téléphone n'arrêtait pas Brigitte, Gérard, Alexandre. Je les ai ignorés jusqu'à ce que Gérard appelle une troisième fois. « Qu'est-ce que tu fais? » « Ce que je fais. »« Tu as essayé de voler ma maison. C'est un mot fort. C'est le mot juste. Fraude aussi. Vol d'identité pareil. Écoute, il n'est pas trop tard. Tu peux laisser tomber toutes ces bêtises de justice et on oublie tout. Tu exagères, on est une famille. Une famille s'aide. Elle ne se vole pas. Il sait tu puisses ton menaçant. Si tu veilles au tribunal, compte pas sur nous. Tu coupes les ponts avec la famille. Vous l'avez fait le jour où vous avez essayé de me voler. J'ai raccroché. Je croyais que c'était fini qu'ils comprendraient leur erreur. Pas du tout. Le lendemain matin, ma maison avait été bombardée pas juste quelques éclaboussures, la porte. Le garage, même ma voiture, couverte de jaune et de coquilles. J'ai vérifié la caméra de surveillance. Alexandre et Élodie riaient. Brigitte à côté d'eux. J'ai appelé la police et déposé plainte. Les agents étaient compatissants, mais ne pouvaient faire plus qu'un constat de vandalisme. 2 heures plus tard, plus d'électricité. Les disjoncteurs n'avaient rien, mais dehors, le cadenas du compteur avait été coupé et l'interrupteur général baissé. EDF a confirmé que quelqu'un avait trafiqué. Je savais qui. Au matin, les œufs séchés étaient collés comme du ciment à la peinture. J'ai passé 2 heures à essayer de nettoyer avant d'appeler un service de nettoyage mobile, 200 €. J'ai rappelé Maître Dubois, envoyé toutes les vidéos. Il m'a conseillé de demander une ordonnance d'éloignement. J'ai filé à son bureau avec mes preuves, il a lancé la procédure. J'ai dormi chez Paul cette nuit-là, histoire de souffler. Le lendemain, je suis rentré chez moi. Je m'attendais à trouver la maison brûlée vu l'escalade. À la place, j'ai trouvé un tas de papiers glissés sous la porte pendant la nuit. D'abord, j'ai cru à une menace légale, mais en feuilletant, j'ai compris dossiers médicaux des bilans psychiatriques de mon adolescence. À 16 ans, j'avais traversé une mauvaise passe, attrapé avec de l'herbe, à l'école Note, en baisse la rébellion classique. Rien de grave, mais Brigitte et Gérard ont agi comme si j'étais un futur criminel.
Ils m'ont obligé à voir un psy qui a écrit ce que mes parents voulaient. Et le rapport parlait de troubles oppositionnels et de troubles du comportement, en gros, ados difficiles. Les descriptions étaient exagérées, sûrement inspirées par Brigitte et Gérard. Un mot manuscrit de Brigitte. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Lâche cette histoire ou on montrera ça à tout le monde, y compris ton boulot. Il menaçait donc de ruiner ma réputation avec de vieux dossiers médicaux de mineurs. Super. Le soir, Maître Dubois m'a appelé. Il faut que tu viennes. C'est important. Je m'attendais au pire. Il m'a sorti un dossier. On a fait une vérification du passé judiciaire de Brigitte et Gérard, c'est la procédure en cours de plainte. En ouvrant le dossier, j'ai failli tomber casier judiciaire. C'est quoi ça? Il explique qu'ils avaient déjà fait ça, Gérard. Arrêtée dans les années 90 pour fraude fiscale, Brigitte, pour usurpation d'identité pour obtenir des cartes de crédit. Stupéfié. Toute ma vie, je les avais vus stricts et contrôlants. Mais là, c'était autre chose. C'était il y a longtemps, ils ont eu des amendes et du sursis, mais vu ce qu'ils tentent avec ton prêt, c'est un schéma. La réalité me tombait dessus. Mes parents étaient des escrocs avec casier, essayant le coup de leur vie sur leur propre fils. Incroyable. Je feuillette les docs. Pas juste un incident chacun. Gérard avait plusieurs affaires fiscales, dont une où il avait inventé une société pour défiscaliser. Brigitte avait 3 affaires d'usurpation, toujours avec des connaissances. Comment j'ai jamais su ça? La plupart ont été réglées discrètement. Et tu étais jeune. La plus récente à 15 ans quand tu avais 17 ans pile, quand ils te forçaient pour les facs. D'un coup, je comprenais pourquoi ils insistaient pour que je reste local l'approbation. Et pour le dossier. Ça veut dire qu'on a une preuve de schéma, pas juste une erreur isolée. Ça renforce beaucoup notre dossier. Il pointe les bilans psy, et ça, c'est de l'intimidation de témoins. On peut l'ajouter. Toute mon enfance défilait sous un nouveau jour. Il y a plus, ajoute Maître Dubois. On a reçu les réponses des assignations sur leurs finances. Il sort un dossier. Brigitte et Gérard sont engloutis sous les dettes. Prêt à taux élevé, carte maxée 2e et 3e hypothèque sur la maison à Nice, même des avances sur leur assurance vie. Combien? Au moins 300 000 €, peut-être plus. Certains de ces prêts viennent de prêteurs, disons peu conventionnels. Mais ils ont toujours donné le change, c'est typique des escrocs. J'avais la nausée. Ma famille, une imposture. Les donneurs de leçons des fraudeurs au sens littéral. Quand je croyais avoir tout vu, ils continuent. On a aussi trouvé des irrégularités qui suggèrent qu'ils ont pu utiliser ton identité bien avant ce prêt. Un prêt il y a 6 ans à mon nom, mais à leur adresse à Nice. Ils utilisaient peut-être mon identité depuis des années. 6 ans plus tôt, je sortais de la fac fauché, mais déterminé à m'en sortir seul. Pendant ce temps, Brigitte et Gérard prenaient des crédits à mon nom. On peut confirmer. J'ai déjà commandé les docs à la banque, on aura la preuve d'ici 1 ou 2 jours. J'étais écœuré. Qui sait ce qu'ils avaient fait d'autre à mon nom carte prêts impôts? Maître Dubois a posé un plan d'abord geler mon crédit pour empêcher toute ouverture de compte. Ensuite, sortir mon rapport de crédit pour déceler toute anomalie. Troisièmement, plainte pénale pour usurpation d'identité. Enfin, poursuivre l'ordonnance d'éloignement pour les harcèlements. J'ai tout fait. Le soir venu, j'étais épuisé mentalement, mais protégé. Chez moi, Paul m'attendait devant la maison inquiet de ne pas avoir eu de nouvelles. Je l'ai fait entrer résumer l'affaire. Il a juste soufflé putain. Puis, il a commandé une pizza et on a regardé des films sans parler de ma famille. Ça m'a fait du bien. Cette nuit-là, Alexandre m'a écrit « Il faut qu'on parle. Rendez-vous au Dôme rue principale. C'est au sujet de Brigitte et Gérard. » Méfiant, mais qu'est-ce qui pouvait être pire? Arrivé au café, la Subaru d'Alexandre est là. Le Dôme est vide à 22 h un mardi. Il est dans une banquette, l'air mal. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour me demander d'abandonner la plainte ou la maison, c'est non. Non. Enfin, pas vraiment. Je ne savais pas qu'ils l'avaient vraiment fait utiliser ton nom pour des crédits. Ils en parlaient depuis des années, disant qu'il fallait utiliser toutes les sources. Rien de... Je croyais que c'était du vent. Mon estomac se tord. Donc, tu savais. Pas sûr ils l'ont évoqué 1 ou 2 fois. Je leur ai dit que c'était une mauvaise idée.
Je l'ai challengé, il s'est défendu, il ne m'a jamais pris d'argent. Je lui ai rappelé qu'il voulait bien ma maison quand même. Et là, Alexandre a eu l'air vraiment effrayé. Il m'a expliqué la profondeur des ennuis de Brigitte et Gérard. Les dettes trouvées par Maître Dubois n'étaient que la surface. Selon Alexandre, ils devaient plus de 100 000 € à des usuriers. L'un d'eux avait même évoqué l'école d'Arthur et Zoé. Le plan de la maison prenait sens. Ils n'essayaient pas juste d'aider Alexandre, ils étaient désespérés pour trouver une garantie pour rembourser des gens dangereux. Rien n'excuse, mais ça explique. Puis, le vrai choc, Brigitte et Gérard avaient aussi pris des crédits au nom de ses enfants, des tout petits. Ils avaient utilisé leur numéro de sécu pour ouvrir des comptes et contracter des prêts de plusieurs milliers d'euros. Les enfants découvriraient sûrement le bazar à 18 ans en demandant un prêt étudiant ou une carte. Comment il a su, Alexandre est tombé cherchant des actes de naissance sur un dossier d'identité, la sienne, la mienne, celle des enfants, même des cousins. J'ai demandé pour le vandalisme. Il a avoué que c'était un plan idiot de Brigitte, il n'aurait jamais dû accepter. J'ai suggéré de vendre leur maison ou la faillite. Alexandre m'a expliqué qu'ils avaient déjà 3 hypothèques et la maison était sous l'eau d'au moins 200 000 € et la faillite n'arrangerait rien côté usurier. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Pourquoi me raconter ça maintenant? Il voulait mon aide, pas pour Brigitte et Gérard, mais pour ses enfants. Trouver comment rétablir leur crédit et annuler les prêts frauduleux sans qu'Élodie l'apprenne, elle le quitterait, c'est sûr. Une part de moi voulait lui dire de se débrouiller. Il avait fait ses choix. Mais ces gamins étaient innocents. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais que je ne laisserais pas tomber la plainte ni la maison. Il a accepté. Avant que je parte, Alexandre m'a averti Brigitte et Gérard préparaient une dernière option s'ils échouaient. Il avait juste entendu Brigitte au téléphone. Génial. Sur la route, j'ai tout raconté à Maître Dubois, qui m'a conseillé de tout consigner et d'être ultra vigilant. Cette nuit-là, j'ai décidé d'aider Arthur et Zoé quoi que je ressente pour leurs parents. Mais d'abord, je devais gérer la menace immédiate. La menace est arrivée le lendemain, déclenchant l'affrontement final qui a tout brisé. Après la rencontre avec Alexandre, j'étais sur le qui-vive. J'ai installé une sonnette connectée et des détecteurs de mouvement autour de la maison. On aurait dit que je me préparais à une invasion de zombies, mais tant pis. 2 jours à travailler chez moi, rien, aucun contact. Ce silence était presque pire. 3e jour, un mail de Maître Dubois, il avait reçu les docs du prêt faits à mon nom il y a 6 ans. La preuve était accablante, signature falsifiée, numéro de sécu, tout l'argent versé sur le compte de Brigitte et Gérard. Même pas subtil. Pire, encore Brigitte co-signataire, elle avait joué la maman aidante à la banque, tout en commettant une fraude. Maître Dubois m'a dit qu'on avait tout pour poursuivre formellement pour usurpation d'identité et fraude. Il avait préparé les papiers, n'attendant que mon feu vert pour déposer plainte à la police et au parquet. C'était le point de non-retour. Si j'acceptais Brigitte et Gérard, ils iraient sûrement en prison. Malgré tout, c'était lourd. Mais j'ai pensé à Arthur et Zoé déjà fichés à cause de leurs grands-parents, aux 6 ans de mensonges, à la tentative de vol de ma maison, au harcèlement. Vas-y, ai-je dit. Vers 20 heures, alors que la nuit tombait, j'ai entendu une voiture dans l'allée. J'ai regardé la caméra, la Lexus de Brigitte et Gérard. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai écrit à Maître Dubois, ils sont là. J'enregistre tout. J'ai lancé l'enregistreur audio sur mon téléphone, mis dans la poche. J'ai ouvert. Tu vas vraiment faire ça pour un malentendu, a lancé Brigitte. Un malentendu? Vous avez volé mon identité. Gérard s'est avancé, me pointant du doigt. Baisse d'un ton, on reste tes parents. Des parents ne volent pas à leurs enfants, ai-je répliqué. On t'a tout donné, et voilà comment tu nous remercies. En nous envoyant en prison. Tu te rends compte à quel point tu es sans cœur. Vous ne m'avez rien donné à part des problèmes de confiance et des factures de psy. Le visage de Brigitte est devenu écarlate. Gérard a bondi vers moi. À ce moment précis, la sonnette a retenti la police et un inspecteur financier envoyé par Maître Dubois à 20h30 pile. Brigitte a aussitôt joué la victime, mais l'inspecteur n'était pas dupe. Gérard a tenté de filer par derrière. Ils sont partis menotter,
Brigitte a lancé une dernière supplication. « Tu ne ferais pas ça à ta propre mère. C'est vous qui l'avez fait. » En les regardant partir, je me suis assis sur les marches vidées. C'était fini, mais pas une victoire. Un vide. Un texto d'Alexandre. « C'est fini. » Oui, ils sont en garde à vue. 10 minutes plus tard, il est arrivé aussi épuisé que moi. Il s'est assis à côté de moi. « Ça va, ai-je demandé. » Il a laissé échapper un rire amer. « Non, pas vraiment. Moi non plus. » On est resté silencieux, regardant les lampadaires s'allumer dans la nuit. Et maintenant, a-t-il fini par demander. « Il y aura une comparution demain. » Il a hoché la tête. Et les enfants, leur crédit. On devra déposer plainte aussi pour leur identité. Élodie va le découvrir sans doute. L'affaire a été rapide. Les preuves étaient accablantes. Brigitte et Gérard ont tenté de se défendre, de blâmer Alexandre, même la banque. Rien n'a marché. Ils ont pris de la prison des années, pas des mois. Brigitte a pris 3 ans, Gérard 5, car multirécidiviste et cerveau du plan. Alexandre a dû batailler pour blanchir Arthur et Zoé, mais avec la condamnation, il y est arrivé. J'ai aussi été blanchi pour l'ancien prêt. Élodie l'a quitté ramenant les enfants chez ses parents dans ce sud. Je ne lui en veux pas, elle accepte des visites surveillées, c'est plus que je n'espérais. Moi, j'ai gardé ma maison de Boulogne-Billancourt, installé un système de sécurité complet et adopté un chien, un berger allemand, nommé Max, qui dissuaderait n'importe quel intrus. Je n'ai plus revu Brigitte et Gérard depuis leur condamnation, je ne sais pas si je le ferai un jour. Alexandre et moi, on s'écrit parfois pour des trucs pratiques. On ne sera jamais proches, mais on reste civil. Trop d'histoires, trop de dégâts. J'ai toujours cru que la famille devait signifier quelque chose, qu'on pouvait compter sur ses parents, mais les miens ne m'ont jamais vu comme un fils, juste comme une ressource à exploiter. Et quand j'ai refusé, ils ont tenté de me détruire. Je ne regrette pas de les avoir dénoncés pas une seconde, parce qu'au fond, ils n'ont jamais agi comme des parents, pas au sens qui compte. Voilà. Ce n'est pas un conte familial réconfortant, mais au moins, j'ai encore ma maison et ma liberté, ce qui, au final, vaut bien plus que tout ce qu'ils ont perdu.